Eh bien, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, mercredi de l'espoir, mercredi 10 février donc, quelle 6e République? 13e épisode. Donc le 13e épisode, c'est le 13e et dernier épisode de la série Quelle 6e République? Donc pour conclure cette série qui a démarré l'année dernière maintenant, le lancement de la rédaction de la Constitution, puisque c'était vraiment le sujet qu'il fallait traiter et qu'il faut traiter, puisque c'est le cœur de la proposition de une perspective, la 6e République. Alors, avant de rentrer dans le cœur de ce sujet, je vous rappelle qu'il faut passer à l'action, parce que tout cela sera inutile, évidemment, si il n'y a pas une adhésion du peuple français à ce que propose une perspective, la 6e République, et votre serviteur en premier lieu. Donc, ça se passe notamment par la diffusion des mini-cartes, une perspective, la 6e République, qui donne un pointeur vers le site internet où tout est expliqué, hein. Donc à partir de là, c'est la balle, je dirais, dans le camp du peuple français qui, je dirais, doit passer à l'action s'il veut changer le système. Je pense qu'actuellement, on est un petit peu dans l'expectative avec le Covid, etc., en espérant que ça va s'arranger, mais ça ne s'arrangera pas. Le chemin vers la barbarie est engagé, et nous allons plonger de plus en plus vers la barbarie. Donc, c'est ce qui me rend serein, entre guillemets, c'est qu'en fait, l'histoire, le sens de l'histoire, malheureusement, nous donne raison, puisque ça a été lancé avant la crise du Covid, avant la reprise des attentats et des choses comme ça. Tout ça va continuer, ou les provocations de la Turquie, etc., etc. Donc voilà, malheureusement, le sens de l'histoire est celui-là, et plus tôt nous réagirons, plus tôt nous rebondirons, nous taperons le fond de la piscine pour repartir, eh bien moins il y aura de dégâts, et plus ce sera facile de le faire de bonne façon. Donc les mini-cartes, c'est facile à distribuer autour de soi, c'est petit, c'est un moyen de discuter avec les gens, c'est aussi un moyen sans risque de diffuser, hein. C'est effectivement peu cher, hein, puisque nous n'avons personne derrière nous, hein. Nous ne sommes pas une organisation sponsorisée par de grosses structures, hein. On n'est pas dans le cas on n'a pas Donald Trump derrière nous qui est milliardaire ou des choses comme ça, ou Macron qui a tout le système à sa rescousse. Nous sommes une émanation du peuple, et sans le concours du peuple français et l'engagement du peuple français, il ne se passera rien et nous irons vers la barbarie. Après, c'est un choix, hein. Un choix par défaut. Voilà. Donc ça, c'était un petit peu en préambule. Alors vous savez que désormais, nous avons, comme pour les Chroniques des Barbaries, une citation, et pour les Mercredis de l'Espoir, c'est une citation le plus souvent de Lao Tse, tirée du Tao Te Ching, qui est une des bases essentielles du manifeste spirituel, puisque dans un rebond civilisationnel, il ne peut se concevoir que dans la mesure où il y a justement une spiritualité qui sous-tend ce rebond civilisationnel. Et donc, bien, il est aussi à mettre sur place, à mettre sur pied, mais il y a déjà des bases intéressantes, et la base la plus intéressante, vous pourrez en juger dans le manifeste spirituel qui devrait paraître maintenant d'ici la fin du mois de février, hein, qui va commencer à passer en relecture prochainement. Donc, vous pourrez en juger de la proposition faite par une perspective de la 6e République, mais sans trahir le contenu. Ça s'appuie en particulier, mais pas exclusivement, mais en particulier sur ce qu'on appelle le taoïsme, et donc
les enseignements de Lao Tzu notamment. Donc nous allons en profiter donc, pour citer ce vieux sage, je dirais, plus que millénaire, mais l'âme humaine ne change pas. Donc, alors, quand ils perdent le sens du merveilleux, les gens se tournent vers la religion. Quand ils n'ont plus confiance en eux-mêmes, ils commencent à dépendre de l'autorité. C'est pourquoi le maître se met en retrait. À la fin, que les gens ne s'écartent pas de leur voie. Il enseigne sans enseigner, pour que les gens n'aient rien à apprendre. Alors, comme souvent, c'est assez, ça peut paraître très contradictoire et très étrange, hein, les citations de Lao Tzu. C'est très, en fait, c'est extrêmement profond. Mais bon, il y a quelques principes comme ça. Là, en fait, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, bah, quand on essaye de se raccrocher à ce qu'on peut, à l'autorité, à des choses comme ça. Quand je vois, par exemple, les gens qui parlent de complotisme ou de fake news, etc., les gens essayent de se raccrocher. Il y a des gens qui se raccrochent à Macron aujourd'hui. Hein. Les gens se raccrochent à l'autorité. Et c'est ce qui est en train de se passer très exactement aujourd'hui. Et pour contrecarrer, je dirais ça, eh bien, lui, ce qu'il préconise, bon alors, on verra qu'un P6R n'est pas exactement dans la même chose, mais il y a quand même des points communs, et il y a des enseignements quand même profonds à tirer de cet enseignement. Le maître se met en retrait. Il se met en retrait pour que les gens aillent dans leur voie. C'est-à-dire que c'est aux gens, au peuple, de trouver sa direction. Et donc, c'est une façon d'enseigner en donnant peut-être des esquisses, des pistes, des touches, comme ça, mais pour que les gens puissent s'engager dans la voie par eux-mêmes. Et de cette façon, le maître n'a plus à enseigner parce que c'est les gens eux-mêmes, en faisant leur chemin, qui apprendront. Voilà le sens, enfin, moi c'est comme ça que je comprends. Après, il y avait sans doute eu d'autres finesses, mais voilà comment on peut comprendre cet aphorisme. Vous voyez que c'est tout à fait actuel, puisque c'est complètement en accord avec le fait de mettre en place une nouvelle démocratie. Hein. Voilà. Alors, pour ce soir, quel est donc l'agenda? Donc, lancement de la rédaction de la Constitution, dernier épisode de cette série Quelle sixième République. Donc, l'agenda, c'est l'Assemblée constituante, c'est maintenant. On va rappeler les principes sur lesquels se base la sixième République proposée, rappeler son architecture également, et la structure, une proposition de structure de la Constitution. Mais bon, là on est sur les structures très grosses mailles, donc je pense que là la structure est assez, sera pas sans surprise. Et le lancement justement et l'explication autour de comment vont se dérouler ces ateliers constituants. Alors, l'Assemblée constituante, eh bien, c'est maintenant. Ça, c'est vraiment très important, puisque la proposition, c'est la sixième République, c'est de concrétiser justement la sixième République. Alors on dit, ah oui, par exemple, c'est ce que dit Mélenchon, et on va faire une Assemblée constituante, on ne sait pas quand, etc. Est-ce que ça va vraiment aboutir à quelque chose? On n'en sait rien. Hein. Les assemblées constituantes, dans l'histoire, ça marche pas forcément extrêmement bien. C'est pour ça, c'est l'idée justement de mettre en place, de concrétiser cette sixième République et d'arriver avec une proposition déjà bien pensée, bien réfléchie. Et l'Assemblée constituante, plutôt qu'elle soit après l'élection, elle est avant. C'est tout simplement ça, avec participation de tous ceux qui voudront y participer justement. Sachant que à l'intérieur de la sixième République, comme je l'ai dit déjà la semaine dernière, je crois, ou il y a 2 semaines, je ne sais plus, il y a le RIC constituant. À partir de là, c'est un point de départ. Et comme il y a le RIC constituant, eh bien on pourra faire évoluer
faire vivre cette constitution, et pour reprendre les mots de Lao Tse, pour que le peuple trouve sa voie, pour qu'on n'ait plus rien à enseigner en définitive. Hein, quand le maître il a posé les choses, eh bien il pose les choses, et puis à partir de là, les gens trouvent leur voie, et il n'a plus rien à faire. C'est ce que dans le taoïsme, il y a beaucoup de choses de cette façon, en disant il faut ne pas agir et laisser le cours des choses se dérouler par lui-même. Eh bien c'est très exactement ce que nous proposons. En mettant un point de départ, en posant un décor, et c'est ça notre 6e République, en essayant d'avoir une base la meilleure possible, évidemment, et puis après, eh bien ça se déroulera et ça évoluera. Eh bien voilà la proposition qui est faite aujourd'hui, et c'est pour ça que l'Assemblée constituante, c'est maintenant, et c'est pas après, parce qu'on ne va pas arriver avec un projet, demain je rase gratis et je ne sais pas ce que je mets dedans. Hein. Surtout que, bon, j'ai déjà eu l'occasion d'en parler, la 6e République de Mélenchon, j'ai l'impression qu'il veut mettre dans la Constitution des choses qui n'ont rien à y faire, et ça c'est vraiment, c'est extrêmement dangereux, quoi. Comme je dis, ça nous amène dans des trajectoires, pas comme le Venezuela, ou ce qui se passe en Équateur, etc. Donc, soyons pragmatistes et réalistes. Donc l'idée est là, et donc de concrétiser la 6e République, et en fait d'introduire une première démocratie. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de gens, ils sont contre le terme 6e République. Moi, j'ai pas de querelle de termes, c'est pas très intéressant. Moi, je préfère un peu 6e République, parce que ça s'inscrit dans une histoire, on ne va pas tout réécrire. Ça, c'est la mode des néolibéraux. Allez, on jette tout, comme ça permet de revendre des nouveaux produits. Non, il faut s'appuyer, s'inscrire dans l'histoire, on ne va pas tout réinventer. Si les gens n'ont pas réussi à faire beaucoup mieux avant, c'est pas pour rien, ils n'étaient pas plus bêtes hier que nous sommes intelligents aujourd'hui. Malheureusement, je crains même que ce soit plutôt le contraire. Donc oui, quelque part, on démarrera, et ce sera sans doute une première démocratie, mais qui s'inscrira dans une filiation. L'idée, c'est que la rédaction soit terminée pour le mois de juin, hein, donc ça nous laisse 4 mois, normalement ça devrait aller. Et donc aussi, la Constitution, ça sera aussi, cette concrétisation, ça sera aussi un moyen de populariser justement auprès des grands électeurs, des maires notamment, qui pourront justement, avec cette chose concrète, avec justement une déclinaison beaucoup plus importante, et une articulation plus directe entre les pouvoirs locaux et les pouvoirs intermédiaires et nationaux, eh bien justement, ils trouveront sans doute un intérêt, et c'est aussi un moyen, une arme quelque part, pour faire adhérer un certain nombre de maires, et leur demander des parrainages pour l'élection présidentielle. L'Assemblée constituante, donc ça sera des ateliers en ligne, hein, donc on verra ça à la fin, ce sera des ateliers via Internet, et avec une participation qui sera ouverte à tous. Voilà, c'est ça l'Assemblée constituante. Après on verra s'il faut recréer des sous-groupes ou pas, bon, on n'en est pas là, ça dépendra en fait de la participation, de l'avancement des travaux, on verra comment ça va se dérouler. Voilà. Alors, l'idée, c'est quand même, hein, on est bien d'accord, la 6e République, c'est vraiment changer le système. On n'est pas dans les accommodements. Hein. Actuellement, je pense qu'on a beaucoup de gens dans le peuple français, c'est pour ça qu'il n'y a peut-être pas une adhésion aussi forte qu'on pourrait l'espérer, qu'on pourrait le croire, malgré qu'il y a des gens qui suivent, c'est pas la question, mais il faudrait qu'il y ait un vrai mouvement, il faut qu'il y ait un vrai mouvement pour refonder la démocratie, et on n'est pas encore à la hauteur de ça. Et je pense que ça interviendra quand les gens se diront mais c'est plus possible de continuer comme ça. Les attaques aux libertés actuellement, enfin, on va avoir plus aucune liberté. Hein. Très, très prochainement, ça va être terminé. Hein. Enfin, vous voyez le Covid, etc. Il y a des gens qui vont dans ce sens-là, mais c'est plus la démocratie. Hein. C'est plus la démocratie. Donc vraiment, à un moment donné, il y a une conscience, il y aura un déclic qui va se produire, que les gens vont dire, ah non, on ne peut plus faire d'accommodement, c'est plus en faisant un petit peu des replâtrages qu'on y arrivera. Et donc, l'objectif, c'est changer le système. Et comment mieux changer le système que par la Constitution? La Constitution, vous changez vraiment le logiciel, le fonctionnement complètement de la République. Donc, c'est vraiment le moyen, le meilleur moyen pour changer le système, et c'est la proposition d'une perspective de la 6e République. C'est une étape essentielle, évidemment. Autre étape essentielle
qu'il a, parce que changer le système, évidemment, ça va prendre du temps, même si on arrive avec une constitution déjà faite, il faut déjà qu'elle soit validée par référendum, et puis après, il faut le temps de la mettre en œuvre, etc. Donc ça va prendre un certain temps, ça c'est inévitable. On saura où on ira tous ensemble, parce que ça sera été le moyen de rassembler le peuple français, mais dans l'intervalle, il y a un certain nombre de mesures d'urgence qui devront être prises, et c'est ce sur quoi nous avons travaillé, et nous sommes en train de finaliser une proposition de plan d'urgence, qui est un complément justement de la Constitution pour intervenir un petit peu dans l'intervalle, et je dirais démarrer certaines activités, certaines tâches qui sont faisables dans un court temps, et dans un court laps de temps, et qui soit consensuel, donc acceptable justement par le rassemblement d'une large part des Français. Peut-être pas tous, mais justement, ce que j'appelle le pont, le pont entre la gauche, entre la vraie gauche et la vraie droite. Eh bien, avec ce pont-là, il y a plein de sujets sur lesquels on peut converger, et c'est ces mesures d'urgence consensuelles qui pourront être mises en œuvre. Donc, c'est un complément à la Constitution, pour lequel il y aura une consultation ouverte sur le site, une perspective de la 6e République qui va être ouverte. Alors, quelles sont les tâches de l'Assemblée constituante? Puisque l'Assemblée constituante, c'est maintenant. Bien. Déjà, s'accorder sur une méthode de travail, bon, on va en proposer une, bien évidemment. Revoir, évidemment, les principes que l'on propose, voilà, et les transposer dans le préambule. Donc, il y a un certain nombre de principes, et voilà, les transposer, on va voir les principes sur lesquels on se pose, bon, vous les connaissez si vous suivez une perspective d'une 6e République depuis un certain temps. De la même façon, refaire une passe sur l'architecture proposée, et définir effectivement la structure de la Constitution qui en découle. Et puis, rédiger les articles, concrètement. Rédiger également des annexes, puisqu'il va y avoir, ça c'est une chose qui n'existe pas dans la Constitution actuelle, mais qui va exister dans la Constitution courante, puisqu'il y a un périmètre qui est légèrement différent. Par exemple, la notion de loi organique, notamment en matière électorale, et ça n'a rien à faire. Enfin, tout ce qui est électoral doit être dans la Constitution, puisque c'est les modalités de la représentation aussi du peuple français, donc il est complètement anormal que ça ce soit externe à la Constitution. Bon, il y a d'autres éléments qui figureront en annexe, nous allons en parler un petit peu. Alors, après cette présentation un peu de l'Assemblée constituante, rappelons déjà les principes. Donc les principes, c'est ce qui va alimenter le préambule, en définitive. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est une expression de besoin. Le peuple, au fond, ce qu'il veut, c'est qu'on satisfasse des besoins, et puis la façon de les satisfaire, eh bien, c'est à la Constitution, c'est à la politique, aux politiques, de le faire. Mais que ça soit en accord avec l'expression de besoin. Quand vous construisez un pont, vous dites, je veux pouvoir qui transporte des camions, des voitures et des piétons, et une voie réservée pour les vélos, voilà, vous avez fait votre expression de besoin. Mais la façon de réaliser le pont, c'est aux politiques, c'est aux professionnels, aux professionnels entre guillemets, parce que professionnels de la politique, c'est pas forcément une bonne idée, mais pour des gens qui veulent s'investir, qui sont intéressés, qui ont des idées, et qui ont la motivation pour les mettre en œuvre, eh bien, avec une cohérence, avec leur vision propre, proposée justement à la population, de les mettre en œuvre. Je dirais chacun selon ses compétences et ses responsabilités. Dans une relation, je ne veux pas dire client-fournisseur, mais puisque un citoyen c'est plus qu'un client et un homme politique c'est plus qu'un fournisseur, mais il y a quand même un tout petit peu c'est un peu teinté de cette approche-là, et ça c'est une approche qui marche. Donc l'expression de besoin, vous la connaissez, ce sont les besoins du corps et de l'âme de la 6e République, qui sont une synthèse de différentes sources. Donc avec d'une part les besoins du corps qui sont premiers évidemment, donc l'environnement, la nourriture, le repos, l'habillement, le logement, la santé,
l'intégrité, donc l'intégrité du corps, la sexualité et l'action. Ça, c'est l'ensemble des besoins du corps, ordonnés donc de 1 à 9. Les besoins de l'âme, donc l'ordre qui se trouve dans les besoins de l'âme et qui est en fait l'ordonnancement justement de ces besoins. Donc, en premier, l'ordre, le travail, la liberté, l'obéissance, la responsabilité, l'égalité, la hiérarchie, l'honneur, le châtiment, la liberté d'opinion, la sécurité, le risque, la propriété privée, la propriété collective, la vérité et le passé, qui passe bien évidemment par l'éducation, et dans toutes les dimensions de cette éducation. Voilà, donc ça c'est les principes sur lesquels baser la 6e République, et donc qui vont alimenter le préambule, c'est les besoins que doivent satisfaire la société vis-à-vis de chacun de ses membres. Hein. C'est le contrat social, en définitive. Et dans un contrat, on fait une expression de besoin. Enfin, on retrouve, si vous voulez, des termes justement du monde des affaires, entre guillemets. Eh bien, c'est le contrat qu'on doit passer. Voilà. Donc, eh bien, prenons un exemple. C'est un exemple qu'on a déjà pris, mais de la façon dont pourrait se rédiger, justement, pourrait se décliner, par exemple, le besoin numéro 10, le besoin de l'âme numéro 10, la liberté d'opinion, qui est très importante, hein, puisque c'est un des aspects qui est très attaqué aujourd'hui. Et j'insiste sur l'importance de ce besoin, parce que tout dépend de ce besoin. Si vous n'avez plus cette liberté-là, toutes les autres peuvent tomber. Elle est importante, dans nos besoins, elle n'est pas importante, mais elle est première dans la vie démocratique. Et ça, à partir du moment où vous n'avez plus cette liberté-là, eh bien tous les arbitraires sont possibles. Et c'est ce que nous vivons de plus en plus, et ce que nous allons continuer de vivre de plus en plus. C'est la barbarie, puisqu'on attaque gravement les besoins du corps et de l'âme, puisque c'est ça la définition de la barbarie, qui est tout le contraire de la civilisation. En fait, nous allons de plus en plus vers quand on parle d'effondrement de la civilisation, de la collapsologie, etc., c'est ça que ça veut dire aussi. En termes politiques, ça veut dire aussi une déliquescence de tout ce qui fait une civilisation. C'est ce que nous vivons aujourd'hui, dans tous les domaines. Quand je parle de l'environnement, ben voilà, c'est ça. Vous pouvez connecter tous les éléments. Donc, possible déclinaison du besoin de l'âme, du 10e besoin de l'âme, la liberté d'opinion. La liberté d'opinion et d'expression est totale. Sa seule limitation est le bannissement des idéologies, remettant en cause les principes fondamentaux de la République, figurant dans son préambule. Donc on a le droit de dire tout ce qu'on veut, sauf à remettre en cause justement ces besoins-là. Parce que dès qu'on remet en cause ces besoins-là, ça veut dire tout tombe par terre, quoi. Hein, c'est pour ça que c'est très important. Vous voyez en quoi c'est très important cette liberté d'opinion. Mais sa seule limite, c'est justement de ne pas remettre en cause ces principes fondateurs. Puisque si on remet en cause ces principes fondateurs, comme des idéologies comme le nazisme le ferait, hein. L'égalité, par exemple, c'est pas quelque chose qui va être très ou la liberté, hein, c'est pas forcément quelque chose qui va être très en odeur de sainteté chez les nazis. Donc voilà cette proposition pour ce besoin-là. Et donc, il y a une annexe également, bon voilà, on parlait de l'annexe tout à l'heure, la liste de ces idéologies est en annexe de la Constitution, puisque on peut imaginer que cette liste soit évolutive, bien évidemment, puisqu'il y a des idéologies qu'on n'avait pas forcément identifiées comme étant délétères et s'attaquant comme le nazisme, je dirais que c'est l'archétype le plus évident. Hein. Il y a des choses qui sont peut-être moins évidentes et qu'il faudra peut-être ajouter en annexe de la Constitution. Voilà. Alors, ces principes sont aussi alimentés pour la façon de rédiger sur
Sur des philosophes, hein. Donc en premier lieu, bien évidemment, Simone Weil, dans l'enracinement. La liste qui figure là vient en très grande partie de ses travaux, hein, sur les besoins de l'âme, et ils sont vraiment très importants. Tout le monde ne peut pas réinventer la Constitution, contrairement à ce que beaucoup de gens disent. Ça ne veut pas dire que c'est un génie absolu et que d'autres ne peuvent pas redécouvrir. On va le voir d'ailleurs, puisqu'il y a Abraham Maslow qui, avec sa pyramide de Maslow, justement, a aussi identifié un certain nombre de besoins, mais elle l'a formalisé et elle l'a donné pour chacun d'eux une justification, une explication de pourquoi du Deus ex machina qu'il y a derrière chacun de ces besoins, et surtout les besoins de l'âme, parce que les besoins du corps sont assez faciles à identifier, je dirais. Les besoins de l'âme, c'est beaucoup plus difficile. Ils sont pourtant, tous sont importants, je ne peux pas dire. Mais ils sont beaucoup plus difficiles. C'est là-dessus, d'ailleurs, que se sont heurtés les droits, ce qu'ils appelaient les droits naturels, à l'époque de Jean-Jacques Rousseau, de Diderot et au XVIIIe siècle, justement, où ils avaient des difficultés, justement, à percevoir ces droits naturels. Donc les autres sources, bon, donc on a travaillé, ouais, il y a des gens depuis, hein, tout ça c'est des gens bien postérieurs qui ont travaillé à ça, Maslow, Simone Weil, mais également Manfred Machniff, hein, donc dans un autre ouvrage, où lui il a fait un travail plutôt du bas vers le haut, hein, en partant, et on retrouve, ça se recoupe, hein, et ça valide bien en définitive, hein, par 3 travaux et par 3 approches assez différentes, eh bien on retombe sur la même chose, donc on a un corpus quand même de besoins qui sont solides, et enrichi, bien sûr, de Michel Clouscar, pour justement l'introduction d'un besoin qu'a identifié Machniff, d'ailleurs, hein, c'est assez intéressant, mais qui n'avait pas identifié, en tout cas, elle n'a pas formalisé, qui est le travail, qui n'avait pas identifié ou formalisé, plus exactement, Simone Weil, pas dans sa liste d'obligations, comme elle appelle ça, mais elle en parle tellement par ailleurs dans l'enracinement, dans cet ouvrage, que on comprend bien que c'était, y compris dans son esprit, quelque chose d'extrêmement important. Alors, par exemple, je vais vous citer une citation de Manfred Machniff sur un des travaux qu'il a menés. Besoin et satisfacteur. On croit traditionnellement que les besoins humains tendent à être infinis, qu'ils changent tout le temps, qu'ils sont différents dans chaque culture ou environnement, et qu'ils sont différents à chaque période historique. Il est suggéré ici que ces hypothèses sont inexactes, car elles sont le produit d'une lacune conceptuelle. Donc, vous voyez, les besoins du corps et de l'âme, ils sont, comme le dit Simone Weil, ils sont intemporels, ils sont éternels, ils sont consubstantiels à l'homme. Hein. Et c'est bien quelque chose, justement, qui spécifie quasiment l'espèce. Hein. Si on cherche le propre de l'homme, eh bien vous cherchez, il a des besoins du corps et de l'âme qui lui sont spécifiques. Et vous prenez d'autres espèces, vous verrez que c'est la même chose. Les chats, ils ont une autre liste de besoins du corps et de l'âme. Parce qu'ils ont aussi une âme, mais qui est différente de la nôtre, évidemment. Voilà. Et donc de dire que ça change tout le temps, ça c'est les vendeurs qui disent ça. Parce que quand on vous dit ça, c'est qu'on a quelque chose à vous vendre, on vous crée un besoin que vous n'avez pas en vérité. Alors, voilà pour les principes. Maintenant sur l'architecture. Donc l'architecture, donc voilà en fait les institutions qui sont prévues par la 6e République. Donc à la base, les citoyens français, le peuple français, hein, qui est quand même la base de toute démocratie, hein, je veux dire citoyens français. Hein, c'est l'encadre national. Il n'y a pas de démocratie qui existe dans un cadre supranational où ce sont des cadres viciés, déviés, et tout État fédéral, hein, moi je n'ai pas peur de le dire, tout État fédéral
sauf s'il est vraiment très fédéral et donc très décentralisé, n'est pas démocratique. Il ne peut pas être démocratique. Ce qui est démocratique, c'est la confédération. La confédération, comme la confédération helvétique. Mais la fédération, parce que vous avez toujours le pouvoir central qui va toujours avoir envie de faire ça. Notre histoire est différente, nous ne sommes pas un État fédéral, nous sommes un État très centralisé, etc. Donc, pour lequel ce genre de problématique ne se pose pas, eh bien c'est une chance, hein, ce qui montre bien que le génie des peuples s'exprime de façon différente pour chacun d'entre eux, et que l'architecture de la République pour la France, ça ne peut pas être celle pour les Allemands, qui ont une histoire très différente, avec des princes, avec des rois, beaucoup de rois qu'il y avait en Allemagne, qui n'existaient pas en France. Voilà, ce qui explique les choses. L'Italie, c'est encore autre chose, l'Espagne, c'est encore différent. Voilà, chaque pays a ses spécificités. Autant les principes qu'on a vus précédemment s'appliquent vraiment universellement, quasiment. Hein. Je ne pense pas qu'il y ait d'exemples, bon, faudrait peut-être le procher, mais en tout cas, ça s'applique pour les pays occidentaux, c'est quasiment certain, mais je ne vois pas pourquoi ça ne s'appliquerait pas ailleurs, mais bon. C'est ce qui nous intéresse pour l'instant. Par contre, l'architecture, elle est forcément spécifique. Et donc, le peuple français, à la base, les citoyens français, donc qui élit l'organe d'action, le principal, c'est l'Assemblée nationale, de laquelle émane, donc qui est une chambre monocamérale, de laquelle émerge le gouvernement, donc, et c'est le Premier ministre et le gouvernement qui dirige la France. Hein, c'est ça, c'est ce rôle d'action. Et ça, c'est donc c'est la politique telle qu'elle est conduite. Mais pas dans tous les domaines, hein, puisqu'il y a la Chambre des forces productives qui a une nouvelle émanation, qui est une émanation des forces constituées. Donc je vous renvoie justement à l'émission qui explique cette Chambre des forces productives qui est fondamentale, qui est vraiment très importante, et qui change vraiment tout le fonctionnement de la République, et qui dirige, elle, les organismes sociaux, mais aussi, et ça pourrait figurer également dans cette... à moins de considérer les grandes entreprises comme des organismes sociaux, quelque part s'en sont aussi, hein, mais je visais là surtout la sécurité sociale en premier lieu, hein, notamment. Mais voilà, la Chambre des forces productives prend en charge tous les aspects, justement, de son domaine, hein, et du domaine social. Les cotisations sociales, par exemple, eh bien, c'est pas du tout logique que ce soit le gouvernement qui ait repris ça sous sa coupe, or que c'est pas le gouvernement qui paye ses cotisations. D'ailleurs, il ferait bien de payer les arriérés de cotisations et les allègements de charges qui s'amusent à faire sans contrepartie. Donc ça, on voit bien que on voit bien que ça va pas, que mettre les organismes sociaux sous la coupe du gouvernement, ce n'est pas logique, hein, puisque après on dévie totalement. Bien entendu, une autre institution importante, c'est la Chambre constitutionnelle, qui est quelque chose qui n'existe pas aujourd'hui, mais qui est justement là pour s'assurer que tout ce qui est fait est bien conforme aux principes de la Constitution et à la lettre de la Constitution, et qu'on respecte bien les procédures et les voies normales, instituées, pour mettre en œuvre des politiques. Et si elle a un doute, elle peut aussi déclencher, évidemment, des référendums. Une autre institution, alors qui ne figure pas là, parce que je n'ai pas pu reproduire effectivement, c'est un manque, hein, j'aurais dû l'ajouter. Il y a le RIC, qui est une autre institution, qui est donc le référendum d'initiative citoyenne, et en particulier en toute matière, donc en matière constitutionnelle, et donc qui permet une intervention directe du peuple, si il le juge nécessaire, sur un sujet qu'il détermine librement. Et puis, autre institution, le président de la République, qui est un circuit court, et donc qui, lui, agit comme un peu un sage, justement, et qui est le garant de l'unité de la nation sur le long terme.
Et donc qui, lui, va donner des avis, notamment au sein du Conseil des ministres, sur l'action du gouvernement. Il est là un petit peu pour, enfin pas encadrer le gouvernement, mais dire, attention, si vous faites ça, ça va faire ça, etc. Et mettre en garde, et c'est un garde-fou aussi. Autre rôle qu'il a, évidemment, c'est faire des arbitrages si on n'arrive pas à dégager une majorité à l'Assemblée nationale. Donc il peut procéder soit par dissolution de l'Assemblée, donc on retourne aux urnes, ou bah, il peut faire pencher la balance d'un côté pour forcer la formation d'un gouvernement. Voilà les rôles essentiels du président de la République, donc beaucoup moins de poids que c'est plus lui qui dirige, hein, en clair, du tout. Hein. C'est plus le sage qui intervient, qui arbitre en cas de nécessité, et c'est tout. Voilà pour le rappel de l'architecture. Donc cette architecture, donc les références par rapport à ça, bah, c'est les constitutions antérieures, notamment celle de la 4e République avec tous les défauts qu'elle pouvait avoir, avec l'instabilité gouvernementale, les crises gouvernementales à répétition, et donc aussi la 5e République qui apporte une stabilité, mais un peu trop de stabilité pour le coup, et un pouvoir semi-monarchique. Donc il faut s'appuyer là-dessus, c'est pour ça que ça s'appelle 6e République, c'est pour ça que je préfère 6e République, parce que c'est pour ça, justement dire, on se met dans cette filiation-là, de dire, on ne veut pas répéter les erreurs ni de la 4e, ni de la 5e République. Je vous rappelle que les dynasties égyptiennes, il y en avait une trentaine, les chinoises, c'est presque une vingtaine. Hein. Donc le 6, c'est pas beaucoup encore, on a encore de la marge. C'est justement le signe d'avoir beaucoup des chiffres qui s'élèvent, mais c'est un signe de maturité, et pas un problème. Donc voilà, s'appuyer sur les expériences du passé, et donc notamment sur ce qu'ont dit les auteurs qu'on a cités précédemment, spécificité de la France. Par exemple, la notion de département, avec l'articulation, le triptyque commune-département-commune, bah, nation, il faut retranscrire justement dans la Constitution. Donc c'est forcément quelque chose de très important à prendre en compte. Et puis, toutes les émissions et les discussions, donc les mercredis de l'espoir, et notamment la série qui est sur toute quelle 6e République, mais qui sont aussi des références, puisqu'il y a eu beaucoup de matière qui a été mise en place là-dedans, pour bien comprendre les différentes choses qui sont proposées, pour les challenger, pour les mettre en œuvre, et toutes les discussions qu'on a pu avoir avec différentes personnes durant l'année écoulée. Et puis, une référence très importante, notamment sur cette question de la Chambre des forces productives, qui vient de Michel Clouscar, hein, il l'appelle un petit peu différemment, lui. Mais c'est vraiment de son inspiration que vient cette Chambre des forces productives. Hein, moi j'ai vu plein de constitutions, mais j'ai jamais vu ça dans d'autres endroits. Et c'est vraiment, croyez-moi, c'est vraiment... Enfin, regardez l'émission qui a été consacrée à la Chambre des forces productives, c'est quelque chose qui change tout et qui est très important, et qui nous permet justement de sortir du néolibéralisme et du tout marché. Parce que actuellement, c'est tout ouvert, tout marché. Donc la Chambre des forces productives reprend à son compte justement une partie de la production, donc qui échappe au marché, parce que sinon on ne sort pas de l'économie de marché, et donc, mais sans en sortir totalement, mais dirigé par des gens compétents, par des gens qui sont déjà dans les forces productives, par des entrepreneurs, par des employés, par des ingénieurs, par des ouvriers, par des paysans, etc., etc. C'est ces gens-là qui vont être en charge, justement, de piloter ces entreprises qui échappent au marché. Eh bien, au moins en partie. Et donc, ça, c'est très important, puisque ça change beaucoup de choses, justement, quand on dit, si on met ces entreprises sous la coupe du gouvernement, et on voit bien que c'est souvent très inefficace, et que ça ne répond absolument pas à la réalité de la vie. C'est bien pour ça qu'il faut que ça soit connecté avec la Chambre des forces productives. C'est une des raisons. Donc c'est complètement cohérent avec ce qu'on appelle la transition écologique et la sortie du libéralisme mondialisé. Si vous ne faites pas ça, vous n'avez pas ça, vous allez retomber dans des travers. C'est l'Union soviétique, c'est le Venezuela, etc. Voilà.
Donc c'est vraiment fondamental. Et bon, en plus, ça a d'autres vertus. Je vous renvoie, il y a plein de vertus à cela en fait. Je vous renvoie à ça. Bon, petite digression. Alors d'autres éléments, c'est qu'il y a d'autres gens qui travaillent sur les constitutions. Il y a notamment les antivirus, les gens qui sont autour d'Étienne Chouard. Donc ils ont mis en place un mumble constituant. Bon, c'est un truc qui est issu d'un jeu, je sais pas quoi. Donc qui permet de travailler ensemble, etc. Bon, a priori, je ne pense pas qu'on s'en servira de cet outil-là, mais c'est une source d'inspiration, puisqu'ils ont rédigé une constitution. Et puis, il y a également Nouvelle démocratie, Nouvelle République, de l'ami Marc Derache, avec qui nous sommes assez proches. Et donc, bah, c'est aussi une source d'inspiration pour travailler et sur l'architecture et la mise en œuvre de la Constitution. Alors, justement, sur ces principes, comment elle va être structurée? Bon, bah, sans surprise, un préambule, mais un préambule quand même relativement différent, puisqu'on va l'alimenter, pas simplement en disant on fait référence à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui, comme j'ai dit, a un problème, un vice de fond, hein, puisqu'on délègue au droit plutôt que de mettre en œuvre le contrat social. Donc l'idée du préambule et des premiers articles, c'est justement de dire, mais ce qu'on met en train de faire là, c'est de mettre en place le contrat social entre le peuple et la République. Donc les articles, tous les titres de la Constitution, donc notamment, donc voilà, les différents titres que je pressens sont ceux-là. Donc nation, citoyenneté et démocratie. Institution de la République, justement qui pose un peu l'architecture et qui dit bah, il y aura telle institution, telle institution, telle institution. Après, un titre par institution, bah, un pour l'Assemblée nationale, un pour le RIC, etc., etc., etc. Les interactions, après les interactions entre les différentes institutions, le circuit légal, etc., tout ça est mis dans la Constitution. Le fonctionnement de la République est mis dans la Constitution. C'est pas ailleurs que ça se met. C'est la place, ce sont les règles du jeu démocratique de la République, la Constitution. La place est dans la Constitution. C'est pas à l'extérieur, dans des lois organiques où on s'arrange entre soi. Non, non. Tout ça, ça doit être dans la Constitution. Donc ça, c'est très important. Donc les interactions également entre les institutions sont dans la Constitution. Il y a un certain nombre, en France, il y a des collectivités spécifiques donc, qui méritent une place à part, un peu particulière. Hein. Et puis, il y a tous les aspects relations internationales. Comment est-ce qu'on traite on articule les relations internationales, notamment les traités, et avec ce qu'on appelle aujourd'hui l'Union européenne, dont la France est un membre. Donc voilà, donc une partie sur ce sujet-là. Et puis des annexes. Donc 3 grands blocs, en définitive, dans la Constitution, hein, préambule, article et les annexes, avec comme exemple le processus électoral dont je parlais tout à l'heure. Hein, donc qui ne sont pas des choses, là où on rentre vraiment plus dans des détails parfois techniques. Donc c'est pas forcément intéressant, mais il y aura aussi la liste des idéologies bannies, hein, qui sont listées justement en référence à ce que je disais tout à l'heure sur la liberté d'opinion et d'expression. Mais d'autres choses. En annexe figureront par exemple aussi la rémunération des élus, des représentants. Voilà. Mais ça n'a pas... voilà, on voit bien que ce sont des choses annexes, importantes à ce qui soit dans la Constitution, mais ce n'est pas le cœur du fonctionnement de la Constitution. C'est pour ça que c'est mis un petit peu relégué dans des annexes, mais ça fait partie quand même de la Constitution. Donc ça, c'est une partie qui n'existe pas aujourd'hui dans la Constitution de la Ve République, par exemple. Alors, comment vont se dérouler les ateliers constituants? Eh bien, l'idée, c'est de faire des ateliers quotidiens, hein, puisque nous, un P6R, on ne croit pas que les choses se fassent par magie, et donc on le fait, on travaille tous les jours, on se réunit quotidiennement, et même parfois plusieurs fois par jour, pour travailler justement à la Nouvelle République, à un espoir pour la France.
Donc, atelier quotidien. L'idée, c'est quand même d'essayer de rechercher le consensus sur la proposition qui sera faite, hein, sur les propositions, voilà, sur la rédaction, parce qu'au final, ça fera un texte, hein, sur le texte. Ça se fera au travers de Directagora Impécissère. Donc, c'est une visioconférence qui est conviviale et privée, auquel vous êtes tous conviés. Hein. Tous ceux qui veulent participer à ces ateliers sont les bienvenus. Et ça a lieu donc, du lundi au vendredi à 21h, donc, tous les jours de semaine à 21h, plus le mardi et le jeudi à 14h, notamment pour les personnes qui ne sont pas dans le même fuseau horaire que nous et qui sont dans un autre fuseau horaire plutôt Asie. Et, le samedi à 18h, hein, pour permettre à d'autres personnes qui n'auraient pas l'occasion de pouvoir venir en semaine ou aux autres horaires, de pouvoir participer malgré tout. Et puis ça démarre lundi prochain, voilà, 15 février, 21h, c'est la première session de travail sur les ateliers constituants. Donc vous y êtes conviés, et nous allons voir un petit peu quels outils nous allons utiliser. Donc on a déjà parlé de la visioconférence avec Jitsi, donc ça que vous retrouvez sur le site, le lien, un peu partout. Hein. Il y aura aussi donc le site web impécissère.org, la partie Agora, donc la partie privée réservée aux inscrits. Donc il faudra s'inscrire évidemment pour pouvoir participer. S'il y a des votes par exemple à faire, etc., il est important d'être inscrit pour vérifier que le vote est bien comment dire, fiable et n'est pas vicié, quoi, hein, n'a pas de biais. Donc c'est pour ça que c'est important d'être inscrit. Puis on n'a rien à cacher, hein, normalement. On est des citoyens français, on a le droit de participer, hein, et on n'a pas à cacher son nom ou des choses comme ça. Bon, après, voilà. Après, il y a d'autres outils peut-être MindMaster, qui est un outil de carte intelligente. Donc pour organiser les choses, ça peut être intéressant. On verra. Et il y a également Mumble, justement, qui utilise les antivirus. Bon, on verra si c'est intéressant ou pas. Pour l'instant, on part sur ces deux outils-là. Hein. On verra si c'est nécessaire mais bon, on ne s'interdit pas, voilà les outils qu'on pourrait avoir à disposition. Alors, première chose, on va faire une démonstration de Jitsi, hein, donc pour se connecter à la visioconférence. Donc, on va regarder ça. Donc voilà, là je suis sur Jitsi. Donc vous voyez, donc là vous avez l'URL, hein, donc l'adresse internet. Et puis voilà, on peut rejoindre la discussion. Donc Luc Laforêt, Impécissère. Je clique dessus, je rejoins la réunion. Et donc voilà, donc ça y est, je suis dans la réunion. Là vous avez, pour quitter la réunion, vous pouvez raccrocher. Vous pouvez mettre la vidéo, évidemment l'audio, c'est quand même mieux pour discuter de mettre le son. Vous avez ici un chat, donc on peut mettre voilà, coucou par exemple, donc pour discuter soit de personne à personne, soit envoyer un message à tout le monde. Vous avez ici une capacité de partager l'écran. Hein. Là, je vais peut-être cliquer sur quelque chose que j'aurais pas dû, puisque je vais avoir des ennuis pour fermer ça. C'est bon, je peux faire échappe. Et puis, on a aussi, si on est nombreux, on peut demander la parole en levant la main, ici. Et puis, cette discussion peut aussi se faire de façon complètement cryptée, hein, et donc qui permet de garantir la sécurité et la confidentialité des échanges. Bon, là, en l'occurrence, c'est pas quelque chose qu'on utilise puisque on est plutôt ouvert et plutôt justement public. Bon, voilà, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de gens qui sont intéressés à écouter ce qu'on dit. Bon, voilà. Donc voilà pour ce qui concerne Jitsi. Et alors, si, juste une chose, donc pour quitter, hein, vous raccrochez là au milieu. Voilà. Hop. Et voilà, c'est fini. Donc c'est très simple.
hein. C'est très simple. Et donc, alors, il y a par contre, donc il y a le lien permanent voilà, qui s'affiche ici. Il y a aussi un tutoriel pour ceux qui souhaiteraient rejoindre les réunions, et notamment par téléphone, hein, si vous n'avez pas d'ordinateur. Donc il y a un tutoriel qui explique comment faire. Parce qu'à la première connexion, il faut autoriser le micro et la caméra, donc cette page web. Il faut autoriser cette page web à utiliser votre micro et votre caméra. Sinon, forcément, ça ne marchera pas. Donc, à la première connexion, ça peut troubler certaines personnes. Donc, on a fait une vidéo que je vais vous passer. Bonjour, nous allons voir aujourd'hui comment utiliser Jitsi. Alors, je vais afficher la vidéo, ça sera beaucoup mieux. Voilà. Hop. Et donc, nous allons regarder ensemble. Et donc, voilà, c'est le lien du tutoriel, vous pourrez le retrouver. Mais c'est plus sympathique quand même de le voir déjà ensemble. C'est pas très long, vous voyez, c'est 1 minute 27. Sur un téléphone Android. Donc, je remets au début. Bonjour, nous allons voir aujourd'hui comment utiliser Jitsi sur un téléphone Android. Tout d'abord, cliquez sur le lien Direct Agora reçu par mail. Choisissez alors votre navigateur. Ici, Chrome. Après cela, il vous sera demandé le choix du mode d'exécution de Jitsi. Cliquez sur Lancer dans le navigateur. Ainsi, rien ne sera installé sur celui-ci. À la première utilisation, il vous est demandé l'autorisation d'utiliser la caméra et le micro. Choisissez Autoriser. Enfin, un dernier écran vous permet de saisir votre nom ou surnom, votre identifiant IP6R par exemple, puis appuyez sur Rejoindre la réunion pour y entrer. Voilà, c'est tout. Bonne réunion. Au revoir. Donc vous voyez, c'est relativement simple. Et ça, c'est juste la première fois en fait que l'on va sur Jitsi, qu'on a besoin de faire cela. Après, c'est vous rentrez directement. Hein. Donc c'est beaucoup plus simple. C'est la première utilisation un peu plus délicate. Bon. C'est des options de sécurité qu'il faut renseigner. Voilà. Alors, après, donc il y a aussi, bon, donc il y a l'Agora IP6R. Donc là, je peux montrer ce à quoi ça ressemble. Donc, si je fais une transition là, donc là, je suis sur le site IP6R. Là, je suis déjà dans l'Agora, vous voyez. L'Agora, quand vous êtes dans l'Agora, vous êtes sur un fond vert. Hein. En fait, pour accéder à l'Agora, vous accédez par le menu. Vous voyez, c'est le premier menu, c'est Agora. Donc, par exemple, en admettant que je me déconnecte hein, pour voir si vous n'êtes pas encore inscrit, vous allez voir comment ça se présente. Alors, faut bien voir qu'ici, vous voyez le menu. Là, on a qui sommes-nous, plan du site, rejoindre l'initiative. Donc, si vous n'avez pas encore rejoint l'initiative, bah, il faut faire rejoindre l'initiative. Donc, s'inscrire, voilà, c'est donc l'inscription. Pourquoi rejoindre l'initiative? S'inscrire. Puis après, on peut se connecter une fois qu'on est enregistré. Alors là, le menu, vous voyez, il apparaît sur la gauche parce que c'est un petit écran, là, c'est une petite fenêtre. Sinon, le menu apparaît lorsqu'on est sur la page d'accueil, il va apparaître à ce niveau-là, hein, juste au-dessus entre ces deux éléments. Alors pour accéder à Jitsi, j'en profite puisque je suis sur le site, vous pouvez cliquer directement ici, hein, ça c'est les visioconférences, et bien vous cliquez directement là et vous allez sur Direct Agora sous Jitsi. Voilà. Donc vous n'avez même pas à mémoriser, vous allez sur le site, vous cliquez en haut du site et c'est déjà là. Donc là,
Pour aller dans l'Agora, bah, il faut se connecter et vous inscrire si vous n'êtes pas encore inscrit. Et donc moi je suis déjà connecté, je suis déjà connu, donc j'ai mes identifiants qui sont mémorisés. Et donc une fois qu'on est connecté, on peut aller dans l'Agora. Hein. Et donc là, bon, moi c'est parce que je suis administrateur, donc ça affiche ça, donc c'est un écran particulier. Mais sinon, vous arrivez sur le site et vous pouvez aller dans l'Agora, dans la partie privée justement, où nous allons élaborer la Constitution. Et donc ici, vous avez ici une nouvelle partie qui est la partie Agora Constitution, dans laquelle eh bien, tous les travaux seront faits. Hein. On a déjà commencé à mettre quelques éléments, le préambule, le corps, les annexes. Hein. Voilà. Par exemple, le préambule, si je clique dessus, ça va prendre cette forme-là. Vous voyez, il y a déjà des choses qui ont été rédigées sur l'introduction. Voilà. Le peuple français, les besoins du corps, etc. Liberté d'opinion et d'expression. Voilà. Voilà des éléments qui ont déjà commencé à être rédigés, qu'on va pouvoir commencer à discuter dès lundi prochain. Voilà pour ce qui concerne l'Agora. Alors, en résumé, bah, l'Assemblée constituante, c'est maintenant, et c'est un moyen donc, bah, de le faire de façon ouverte et démocratique, évidemment. C'est aussi un moyen de populariser auprès des maires, et de populariser notre démarche, c'est-à-dire, regardez, on vous propose une constitution dans laquelle vous allez avoir des droits bien supérieurs à ce que vous avez aujourd'hui. Hein. Et donc, vous avez tout intérêt, et un fonctionnement beaucoup plus fluide, et tout intérêt à nous soutenir et à participer au rassemblement du peuple français pour introduire cette 6e République, cette première démocratie. Alors, donc ça, voilà, en résumé de cet épisode, l'idée c'est vraiment de mettre en œuvre la Constitution avec un préambule, un corps, les articles principaux et des annexes. Donc voilà comment serait articulée la Constitution de la 6e République, et des ateliers constituants qui commencent lundi prochain. Nous y attendons nombreux. Voilà. Alors, rappel, autre chose, donc le manifeste émergence, hein, donc qui est en 5 volets. Pour l'instant, il y en a 2 qui sont disponibles, donc vous pouvez les commander. Il y a le manifeste cœur qui explique la stratégie et comment c'est possible de gagner en 2022. Ce n'est pas des bêtises, c'est écrit, c'est expliqué dans Émergence. Mais ça n'arrivera que, évidemment, s'il y a une mobilisation du peuple français qui a vraiment envie de changer le système et d'échapper à cette trajectoire qui est délétère, qui est mortifère pour nous, aujourd'hui. On le voit bien avec cette pandémie, notamment, ou ces assassinats. Mais pour vos enfants, faites-le pour vos enfants. Faites-le pour vos petits-enfants. Quel monde on va leur laisser si on ne réagit pas maintenant? Il faut vous bouger, vraiment. Et c'est maintenant. Plus on tarde, pire ça sera. Ah, c'est sûr, plus il y aura de monde pour se bouger, peut-être, mais plus ça sera pire et plus ce sera difficile de le faire. Manifeste émergence idéologique également, qui explique, lui, qui donne le fond idéologique de pourquoi, et toute la cohérence de la démarche, et pourquoi c'est quelque chose qui marche sur le long terme. Et y compris articulé avec donc pour les commander, contacte un P6R, hein, c'est l'adresse, etc. Et puis c'est articulé y compris avec le rebond civilisationnel. C'est pour ça qu'un P6R, c'est la seule démarche qui est à la hauteur quand on a une crise de civilisation. Les seules réponses, c'est pas que des réponses politiques, c'est pas que sur ce terrain-là qu'il faut aller sur le terrain idéologique, sur le terrain spirituel, sur le terrain sentimental également. Eh bien, c'est justement toute l'articulation et toute la cohérence, parce qu'en fait, tout cela est complètement cohérent entre les différents aspects. Et ça, c'est vraiment, c'est assez intéressant. C'était même pas forcément identifié au départ, hein, puisque c'est en écrivant, quand je suis en train de le finaliser, l'émergence spirituelle, eh bien, en fait,
ce que j'avais mis dans le manifeste idéologique, eh bien, ça rentre en résonance et en accord avec ce que je mets dans le spirituel, sans que ça soit prévu initialement. Puisqu'il y avait des choses que je n'avais pas vues et qui s'imbriquent bien. Et ça, quand on a ce genre de choses, ça, moi qui suis architecte logiciel, quand on a ce genre de choses, ce que j'appelle des effets de bord positifs, non anticipés, ça veut dire que l'architecture que vous êtes en train de faire, elle est bonne, elle tient la route. Parce que un truc qui n'était pas prévu et qui se marie harmonieusement avec quelque chose que vous avez commencé à construire, c'est que votre architecture, elle est bonne, elle est souple, elle est évolutive. Eh bien voilà une des propriétés qu'on a là. Voilà. Donc c'est pour ça que moi je suis, comme je dis, je suis serein, je sais qu'on est sur la bonne voie. Autre chose, la prochaine fois. Autre aspect, hein, j'en ai parlé tout à l'heure, le plan d'urgence sur lequel on a travaillé avec les gens de 1P6R. Donc, on va lancer la consultation, puisque là, il est prêt en version consultable, justement, pour que les gens qui vont s'inscrire et qui sont membres de 1P6R et qui vont s'inscrire vont pouvoir dire c'est telle mesure ou telle mesure qu'on veut voir mettre en œuvre. Donc, la consultation va être lancée dans les jours qui viennent, il faut qu'on finalise, etc. Donc, j'en parlerai au prochain mercredi de l'espoir, qui auront lieu soit mercredi prochain, soit mercredi d'après, puisqu'il est possible que mercredi prochain, il n'y ait pas d'émission. Donc je vous invite à regarder, ça dépendra un peu de la météo, en vérité. Mais comme ça change beaucoup en ce moment, je ne sais pas trop. Donc, parce que j'ai des choses à faire par ailleurs. Voilà. Donc, ça sera mercredi prochain, soit mercredi d'après. Peut-être que la semaine prochaine, il n'y aura pas d'émission. Donc voilà, c'est le sujet de la semaine prochaine. Reprenons espoir, on peut, vraiment, c'est possible. C'est ça qu'il faut voir, c'est que cet avenir bouché pour les enfants, on voit bien avec les étudiants, où on est dans la victimisation, on est dans la morosité totale, dans un avenir bouché, on peut avoir un espoir. Faites-le pour vous, faites-le pour eux. Vendredi, Chronique des Barbaries, 18h30, un regard sur la semaine comme d'habitude, et puis connaître son ennemi, donc là c'est pas partie 1, c'est partie 2, voyage dans la tête d'un néolibéral pour voir justement ce qu'il y a dans la tête des néolibéraux, pour bien connaître justement son ennemi. Ça c'est important si on veut le vaincre, mais aussi convaincre, c'est-à-dire que des gens qui sont actuellement dans cette optique-là, face à la trajectoire et à ce vers quoi nous amène ce monde néolibéral, eh bien, essayer de réagir et les faire venir, les faire changer de camp. Moi, je pense que c'est possible, mais pour cela, il faut avoir une idée de comment est-ce qu'ils raisonnent, parce que ce ne sont pas des monstres, ce ne sont pas des diables non plus, enfin, il y en a, hein. Il ne faut pas non plus rêver, hein, ça existe, hein. Mais pas tous. Et il y a des gens qui sont tout à fait honnêtes et qui suivent cette chose, simplement peut-être parfois simplement par conformisme. Eh bien, c'est important de comprendre comment est-ce qu'ils raisonnent, justement pour essayer de leur montrer que l'approche que l'on propose est bien meilleure, et bien plus durable et pérenne et souhaitable. Rejoignez l'initiative. Inscrivez-vous sur le site, commandez les émergences, commandez les cartes, les mini-cartes. Voilà. La palette des choses à faire, allez sur la table, il n'y a plus qu'à se servir. Je vous souhaite une bonne soirée, et puis je vous dis à vendredi, et puis à la semaine prochaine, sans doute, ou la semaine d'après. Allez, au revoir.